Bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette émission. Merci à nos abonnés d'Omerta de la chaîne YouTube. Merci aussi aux abonnés de la plateforme Omerta. Aujourd'hui, je reçois un personnage que j'ai déjà reçu ici. À chaque fois, nous éclaire sur pas mal de sujets. La dernière fois, les deux dernières fois, c'était sur la guerre en Ukraine. Il s'agit de Jacques Beau. Alors Jacques Beau, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes ancien colonel du renseignement suisse. Vous êtes expert en armes chimiques et nucléaires. Vous avez été formé au contre-terrorisme, à la contre-guérilla. Vous avez conçu ça c'est important, le Centre international du déminage humanitaire de Genève. Et vous avez été également aux Nations Unies. Vous avez été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix. On a l'impression qu'à chaque fois, quand on déroule votre CV, on pourrait passer 1 heure sur chaque partie de votre vie. Vous avez eu, comme on dit, plusieurs vies en une seule. Et vous avez été aussi à l'OTAN. Ça, on en avait parlé à propos de Médane, notamment, où vous avez dirigé la lutte contre la prolifération des armes légères. Vous venez aujourd'hui, pas pour nous parler de l'Ukraine, vous allez nous parler de terrorisme. Aux éditions Max Milo, vous avez sorti ce livre, « Vaincre le terrorisme islamique ». Alors, moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, quand Jacques Beau a-t-il le temps d'écrire autant de choses ? Tous les 6 mois, vous écrivez un livre sur la guerre en Ukraine, qui en général, je dois le reconnaître, dont beaucoup d'analyses se retrouvent exactes 6 mois plus tard, il faut le reconnaître. Et au milieu, vous avez pondu ce livre sur le terrorisme islamique. Pourquoi, comment, dans quelles circonstances ? En fait, c'est une évolution. J'avais écrit il y a 20 ans mon livre sur la guerre asymétrique, où j'avais expliqué la particularité du terrorisme djihadiste qui était de nature asymétrique. C'est-à-dire que lorsqu'on lutte contre ce terrorisme, les stratégies qu'on utilise se retournent contre nous, par la nature simplement de la doctrine djihadiste. Et donc, j'avais voulu expliquer ça parce que ça... vous savez, quand vous... typiquement, d'ailleurs, je donne cet exemple aussi dans mon livre, quand on a voulu réduire le nombre de piétons morts en Suisse, on a donné la priorité aux piétons sur les passages cloutés, ce que vous avez aussi en France. Eh bien, ça a conduit à une augmentation du nombre de morts de piétons. Ah bon ? Oui. Parce que, justement, on est dans un phénomène asymétrique. C'est-à-dire qu'on a une stratégie pour diminuer le nombre de piétons, mais à vrai dire, on n'applique pas la stratégie jusqu'au bout. On applique une partie, donc on ne forme pas les piétons, et les piétons, eux, ils traversent, ils se disent, voilà, on peut y aller, tranquille, et puis ils traversent, ils ont la priorité. Vous voulez dire qu'ils ne perçoivent pas la nature de la menace ? Exactement. C'est exactement ça. Et c'est des phénomènes asymétriques. Vous avez le même phénomène avec la loi sur la lutte contre la prostitution en Suède, qui a conduit à une augmentation du nombre de viols. Et on voit très très bien dans le temps, d'ailleurs je montre les graphiques dans mon livre, on voit une augmentation du nombre de viols. Pourquoi ? Parce que la prostitution, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, elle a un rôle sociologique. Et quand vous supprimez ce rôle sociologique, il se répartit ailleurs, si vous voulez, et ça se traduit souvent par des actes criminels. La même chose, par exemple, avec la réduction du nombre d'armes à feu en Grande-Bretagne, qu'on a voulu pour réduire la criminalité, a abouti à une augmentation de la criminalité. Alors il y a moins de criminalité avec des armes à feu, mais il y a plus de criminalité avec les armes blanches. Armes de poing, les couteaux, les couteaux, exactement. Ouais. Donc c'est des exemples qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs. C'est des phénomènes asymétriques. Donc c'est quand on adopte une stratégie, mais qu'on ne la pense pas jusqu'au bout. Et donc on a le truc qui nous revient en arrière. C'est le cas, par exemple, le terrorisme djihadiste, typiquement, ou disons le djihadiste, il n'a pas la même conception de la victoire que nous. Quand on est un militaire, ça a été mon cas, en Occident, eh bien, on a la victoire quand on a détruit l'adversaire. Tandis que pour un djihadiste, il a la victoire quand il a tenu tête à l'adversaire. Il n'est pas obligé de le détruire. Et ça explique pourquoi vous avez beaucoup par exemple, des terroristes djihadistes, ça a été le cas aux États-Unis, il y a des exemples assez intéressants, où ils s'accusent de plus de crimes qu'ils n'ont eu.
C'est aussi une raison pour laquelle vous savez, dans les années 60, 70, quand on capturait un terroriste, vous aviez inévitablement, 3 mois plus tard, une prise d'otage pour qu'on libère les terroristes. C'était le cas des terroristes palestiniens, d'ailleurs, à l'époque. Ça s'est fait de manière... On avait ce terrorisme récursif, c'est-à-dire que vous arrêtez un Palestinien, puis après vous aviez un acte terroriste pour libérer les Palestiniens, et ainsi de suite. Vous n'avez pas ça avec les djihadistes. Non. Parce qu'ils ont rempli leur mission. Le fait d'être arrêtés, ils ont accompli... Le djihad signifie s'efforcer. Simplement s'efforcer, résister. Et c'est quelque part, je fais une parenthèse, mais bien qu'elle puisse être parallèle et prise comme telle, ce qui a fait la gloire du Hezbollah, c'est d'avoir résisté à Israël et de ne pas avoir vaincu Israël. Absolument. Or, Nasrallah, dans le monde arabe, est le champion de la résistance, c'est la même démarche. C'est exactement la même démarche. C'est d'ailleurs un excellent exemple, parce que je cite cet exemple dans mon livre, parce que j'ai expliqué d'ailleurs ça aussi à d'autres journalistes. J'ai en tête la première de couverture de The Economist en 2006, où on voit un paysage lunaire de Beyrouth bombardé, etc. Et puis le titre « Nasrallah wins the war ». Donc Nasrallah gagne la guerre. Et parce que le problème, c'est pas qu'ils aient eu plus de morts, etc., c'est qu'ils ont résisté. C'est exactement ça. Et ils ont eu à l'époque d'ailleurs beaucoup plus de morts que les Israéliens. Je crois que c'est la proportion un peu plus de 1000 contre 150. Oui, je ne me rappelle plus exactement la proportion, mais la guerre de 2006. Effectivement, c'est une autre logique. Ce qui fait que quand vous luttez contre le terrorisme djihadiste, si vous voulez bien le faire, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la distinction entre les différents types de terrorisme. D'ailleurs, j'avais écrit il y a quelques années une encyclopédie des terrorismes, pour bien indiquer que même si le terrorisme est une méthode, donc théoriquement, sémantiquement, c'est une méthode, point barre. Mais dans la réalité, il y a différentes manières d'appliquer une méthode terroriste, si vous voulez, et on ne combat pas le terrorisme djihadiste comme on combattrait le terrorisme marxiste, par exemple, ou le terrorisme, disons, de droit commun, comme le terrorisme des narcoterroristes, par exemple. C'est chaque fois une démarche différente. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu détailler la différence qu'il y a entre les différents types de terrorisme et les différents types de stratégies à appliquer. Oui. Le problème qu'on a dans nos pays, c'est qu'on a tendance à qualifier les gens de terroristes et ensuite... Voilà, one size fits all, n'est-ce pas? C'est tout le monde. Et on applique une méthode pour tout. Et j'avais entendu, alors bon, c'était en 2015, quand il y avait eu les attentats en France, on avait des gens qui avaient été des vétérans de la lutte contre Action Directe qui viennent avec leurs recettes. Mais on est dans des mondes totalement différents. Bien sûr. D'ailleurs, Action Directe a été combattu avec les moyens du grand banditisme, en réalité. Oui, bien sûr. Voilà. Alors que le terrorisme djihadiste, type État islamique, etc., devrait être combattu. Alors, il y a naturellement... Les moyens policiers, en fin de compte, sont toujours là. Mais il y a une différence, surtout dans la stratégie en amont, parce qu'on est davantage sur des stratégies de politique étrangère, etc., qu'on n'a pas du tout avec Action Directe, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que finalement, on n'a pas été pénalisé par la réponse? Je sais qu'au moment de l'attaque du Hamas, on a dit il faut éviter qu'Israël ne commette... on a comparé immédiatement, on a dressé immédiatement la comparaison avec le 11 septembre, en disant il faut éviter qu'Israël ne tombe dans les mêmes travers que les Américains dans leur réponse à cette attaque. Et à l'époque, je me souviens, il y avait ce terme, moi j'ai découvert l'après 11 septembre aux États-Unis, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, il y avait ce terme utilisé par George Bush, qui était le terme de Global War on Terror. C'est-à-dire, en fait, on faisait la guerre à la terreur. Est-ce que finalement, cette définition n'a pas mené plus de conséquences néfastes dans ce combat contre le terrorisme, en non seulement ne le vainquant pas, mais en le recréant, puisqu'on a vu que, in fine, le départ des troupes américaines en Irak a conduit directement à l'arrivée de Daesh.
Est-ce que finalement ne pas, comme je crois que c'était Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Tout à fait. Et finalement, cette guerre à la terreur a été contre-productive de A à Z. Tout à fait, parce qu'elle nous a, en fait, ce qu'ont fait les Américains, c'est probablement pas leur intention au départ, mais ils nous ont poussés à comprendre le problème d'une certaine manière. Alors qu'en fait, eux-mêmes n'ont pas compris la nature du problème. C'est important de comprendre pourquoi c'est arrivé. Aujourd'hui, on sait que le 11 septembre est en fait une action de vengeance qui a été faite par une vingtaine de gaillards en réponse au bombardement qu'avait effectué Bill Clinton le 20 août 1998 en réponse aux attentats de Dar es Salaam et de sur les camps de la tanière du Lion de Ben Laden en Afghanistan. Oui, à vrai dire, ils ont plutôt touché des villages, oui. et puis le Soudan. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Et donc, en réalité, et moi j'habitais New York à ce moment-là, et je me rappelle que tout le monde se moquait de Bill Clinton à propos de ses frappes, parce que tout le monde disait, il était dans l'affaire Lewinsky à l'époque. Oui. Et tout le monde s'est dit, en fait, il détourne l'attention, il a bombardé n'importe où pour détourner l'attention, pour montrer qu'il était quand même aux commandes du pays et non pas à faire des galipettes dans son bureau. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, en répliquant injustement aux attentats de Dar es Salaam, parce qu'on ne savait pas du tout, le Soudan n'a jamais été impliqué dans cette affaire, mais on a frappé quand même. Et en commettant cette injustice, eh bien, on a provoqué une autre injustice, parce que des gens ont voulu se venger de cette injustice, etc. Et on n'a pas vu Ben Laden glisser d'un djihad anti-russe à un djihad anti-américain, en fait. Oui, ça. On l'a mal perçu, finalement. Alors, en réalité... On n'a pas vu que c'était l'ennemi, alors qu'avant, c'était l'allié de la CIA, il faut reconnaître. Oui, alors, oui et non. Je veux dire par là que Bin Laden, en réalité, on n'a jamais eu la preuve formelle qu'il a été impliqué dans les attentats du 11 septembre. Jamais. On l'a dit, non, je peux vous certifier. On n'a jamais eu la preuve qu'il avait été, et vous avez même d'ailleurs des rapports au Congrès qui l'ont dit. On n'a jamais eu la preuve. Il n'y a jamais eu de preuve qu'il y avait... On a pris, on a décidé que c'était lui, bon, ok, d'accord. Et ensuite, il y a eu toute une affaire avec le problème de son extradition, que les Américains avaient demandé aux talibans. Et puis après, les talibans ont dit d'accord, à condition que vous nous donniez des éléments qui prouvent que Bin Laden est impliqué. Et ils n'ont jamais reçu ces documents. Et les documents, ou plus exactement, ils ont reçu des documents, les mêmes qui ont été d'ailleurs fournis au secrétaire général de l'OTAN et à différents aux membres des pays comme Tony Blair à l'époque, etc. Et ces documents qui ont été analysés par la suite par la commission d'enquête britannique ont déclaré que ces documents ne prouvaient strictement rien du tout. Et quand même, Cheikh Khaled Mohammed, la réunion de Kuala Lumpur, il y a quand même des éléments tangibles qui pointent vers Al-Qaïda. Même s'il n'y a pas de revendication formelle, même si on reste... On a quand même décelé, c'est des gens d'Al-Qaïda qui ont fait ça. Alors justement, mais de nouveau, Al-Qaïda, c'est de nouveau un autre problème. C'est un nom qui est commode pour désigner la mouvance, parce que c'est une mouvance, à vrai dire. C'est une sorte de ras-le-bol de l'action américaine à l'époque. Et le nom d'Al-Qaïda, et tout ça est documenté, d'ailleurs, on le sait très bien. Le nom d'Al-Qaïda, il n'a jamais été utilisé par les islamistes. Jamais. C'est un nom qui a été, ou plutôt, plus exactement, Al-Qaïda, c'était le nom de la base, d'ailleurs ça veut dire la base. La base, au sens militaire du terme, oui. Comme au sens, comme on l'emploie en français. C'est plutôt la liste des djihadistes qui avaient fait le djihad contre les Russes. Non, c'est la base militaire. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelait Al-Qaïda al-Askariya ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la base. Je pensais que c'était l'ensemble des combattants ayant que on a dit Ben ça. Laden vous avez des gens qui ont dit c'est la base de données. Et puis, voilà. Ouais. Le Roloflex, en fait. Non, le truc, c'est que quand Bin Laden était en Afghanistan, il avait
il était responsable d'un camp qui servait à former les gens quand ils arrivaient, puis ensuite à les dispatcher dans les différentes vallées ou les différents groupes de combattants de Moudjahidine. Et ce camp, eh bien, on l'appelait la base, comme on appelle n'importe quelle base. Et quand, après les attentats de 1993, il y a eu un premier attentat contre le World Trade Center. Et puis, on a capturé des gens qui étaient... C'était le chef aveugle. Voilà, exactement, le chef, exactement. Et puis, les Américains pensaient que le maître à penser de cet attentat était Bin Laden. Parce que Bin Laden, ceci étant, c'est quelqu'un qui, effectivement, avait déclaré, et il a fait toutes sortes de fatwas, enfin, ce qu'il appelait fatwas, contre les Américains, contre les Israéliens en Palestine, enfin bref, il était contre la présence occidentale au Moyen-Orient, voilà, pour simplifier. Et les Américains pensaient donc que Bin Laden était le maître à penser. Mais il n'y avait pas de loi antiterroriste à cette époque. Dans les années 90, les Américains n'avaient pas de loi antiterroriste. Alors ils ont utilisé ce qu'on appelait le RICO Act, c'est la loi qui permet de lutter contre le crime organisé. Et cette loi, parce qu'ils avaient utilisé ça pour pouvoir combattre les réseaux de trafiquants de drogue et de mettre en accusation des gens qui n'étaient pas sur le territoire américain, des commanditaires à l'étranger. Et on pouvait mettre en accusation un individu qui était situé géographiquement à l'étranger, à condition qu'on puisse mettre un nom sur le réseau qu'il dirigeait. D'accord. Et c'est pour ça que les Américains se sont dit comment on va faire, parce que c'est une nébuleuse. C'est la même chose que le djihad islamique dans les années, au début des années 80 au Liban. Jamais personne n'a pu définir les contours de ce truc. Quand on parle du Hamas, on a une structure, on a un bureau politique, on a des choses très précises. Le Hezbollah, même chose. Vous avez des structures, les mouvements, les différents mouvements de résistance que vous aviez en Colombie, etc. Alors c'est des mouvements marxistes, c'est un peu différent, c'est très structuré, avec branche politique, branche militaire, etc. Tandis que djihad islamique, c'est un nom, c'est tout. Et les djihadistes de l'époque, au début des années 90, etc., c'était pas du tout structuré, il n'y avait pas de nom. Alors les Américains ont dit, on va prendre le nom de cette base de Bin Laden et on va l'appeler Al-Qaïda. Et c'est comme ça que le nom de Al-Qaïda est venu. Mais en réalité, quand vous regardez les écrits le seul nom que Bin Laden où on pourrait lui attribuer une paternité, c'était le front des croisés contre les juifs et les mécréants, ou un truc comme ça. Ça, c'est effectivement ce qu'il a créé. D'ailleurs, c'est la fatwa qu'il avait signée en 1998 avec un certain nombre de secrétaires généraux, de chefs de groupes terroristes. Ça, c'est le seul groupe, le groupe qui officiellement a été fondé par... Le reste, on a donné un nom à une mouvance. C'était de bonne guerre parce que ça nous facilite la vie aujourd'hui de dire, plutôt que de dire on appelle ça Al-Qaïda et ça simplifie les choses. D'un point de vue américain aussi, c'était désigner le mal, quoi. Tout à fait. Donc en un mot, en une personne, tout à fait. Ça synthétise, c'est très manichéen, ça va très bien dans l'esprit. Ça va très bien. Ce qui est évidemment totalement différent après avec l'État islamique. Avec l'État islamique, on a de nouveau une structure, des ministres, des trucs, enfin on peut discuter. Et une présence territoriale. Une présence territoriale, des commandements, etc. Alors, si vous voulez bien, on va revenir sur la notion de terrorisme. Et justement, donc, on partait justement des prémices ou de la réponse aux attentats du 11 septembre et de l'évolution progressive. Aujourd'hui, donc, vous êtes un des rares d'ailleurs, vous intitulez votre livre « Vaincre le terrorisme islamique ». Ce qu'on constate chez Gilles Kepel ou d'autres chercheurs qui ont pu se pencher sur la question, c'est plutôt souvent des constats sur l'évolution. Vous parlez de vaincre. Vous pensez que vous avez la méthode pour vaincre ce terrorisme ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Parce que parfois on se dit
il y a eu Al-Qaïda, il y a eu le 11 septembre, il y a eu l'État islamique. Là, maintenant, on a ce que le même Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère. Tout ça nous empoisonne la vie depuis des années. On n'en voit pas la fin. Oui, on n'en voit pas la fin parce qu'on n'a jamais réussi à vraiment définir le problème. On essaie de placer des noms sur des phénomènes, on voit que c'est différent. Quand vous parlez du djihadisme d'atmosphère, on voit que l'assassinat de Samuel Paty est différent dans sa substance que les attentats du 7 janvier 2015 et les suivants. On voit bien, par exemple, que l'attentat contre Samuel Paty est un attentat unique. J'entends, il y a une action et la revendication, si vous voulez, de l'action s'éteint avec le crime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous regardez, c'est peut-être là où on peut commencer à avoir des subtilités dans l'approche du mot terrorisme. C'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, les mots ont une importance. Quand vous regardez les attentats de l'État islamique en France, vous avez un processus. C'est-à-dire qu'en gros, on va vous taper dessus jusqu'à ce que vous acceptiez de retirer vos forces de Syrie. Oui, il y a un échange. Il y a un échange et un processus. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas, pam. Vous acceptez toujours pas, pam. Et ainsi de suite. Et donc, on a un phénomène récursif comme ça qui fait partie donc d'une stratégie avec un objectif. Mais l'objectif ne s'éteint pas avec... Les terroristes peuvent mourir, mais l'objectif, lui, ne s'éteint pas parce qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on va revenir en permanence. C'est une stratégie et un processus. C'est la France participe d'une coalition qui bombarde nos populations. Nous faisons souffrir aux Français ce que souffrent nos populations. Pas seulement ça, c'est pas seulement de la revanche. C'est aussi, d'ailleurs, ça a été très bien exprimé par l'État islamique lui-même. Il y a plusieurs citations que je cite dans mon livre. Ils ont dit, en fait, le calcul de l'État islamique, ils ont voulu répéter l'exemple de Madrid. Vous vous rappelez que en mars, en 2005, il y avait eu 2004. Non, 2004, pardon. 2004. Les Espagnols... 2003, c'était Casablanca et juste après Madrid. Ouais. 2004, les Espagnols faisaient partie de la coalition en Irak. Et puis, il y avait eu un grand mouvement populaire contre la décision d'Aznar, à l'époque, d'envoyer ses troupes. Comme il y avait eu d'ailleurs un mouvement... la plus grande manifestation jamais organisée en Grande-Bretagne contre Tony Blair pour cette participation. Absolument. Et les islamistes ont compris qu'il y avait une vulnérabilité à exploiter. Et en faisant les attentats, ils pensaient qu'en faisant les attentats, ça ferait pression sur le gouvernement pour que finalement, il abandonne le combat. En réalité, la situation s'est faite pas comme le pensaient les djihadistes, mais il y a eu des élections qui ont renversé le gouvernement Aznar, et puis le gouvernement qui est venu à la place, lui, il était contre, donc voilà, ça s'est fait. Le problème, c'est que les islamistes... Il n'y avait pas une histoire où justement le gouvernement Aznar avait essayé d'accuser le TA? Oui, tout à fait, oui. Et donc ça avait complètement discrédité la parole gouvernementale. Ça avait discrédité, tout à fait. Voilà, exactement. Qui n'avait pas pris la mesure de la menace. Voilà. Le problème, c'est que les islamistes ont mal interprété cet exemple. Ils ont cru que les Espagnols avaient retiré leurs forces à cause des attentats. Or, en fait, c'est à cause des élections. Mais ils ont mal interprété ça. Et donc, ils ont voulu le répéter. Et quand vous entendez les messages de l'État islamique à propos de la France, ils disent exactement ça. On va attaquer la population française. Vous êtes un pays démocratique, donc vous êtes responsable de dire à votre gouvernement de retirer les troupes Donc, on va vous frapper, vous, pour que vous demandiez à votre gouvernement de retirer ses troupes. Ouais. Voilà. Et c'est ça le calcul, si vous voulez. Alors, ça n'avait pas marché en Espagne, ça n'a pas marché en France, parce que le résultat était inverse. Ça, au contraire, renforcer l'unité nationale, renforcer la détermination, tout le monde a été contre, etc., etc. C'est un mauvais calcul. Mais c'était l'idée. Donc, c'est pas de la vengeance, à proprement parler, c'est pour mettre la population, rendre la population en otage du gouvernement, d'une certaine manière. Bien sûr. Voilà. Alors qu'avec Samuel Paty, on est plus dans l'idée de venger le prophète. Voilà. Alors, avec Paty, on est dans quelque chose de totalement différent. On est là pour venger le prophète, punir l'infidèle, mais on est dans ce phénomène de punition. Donc le phénomène est unique, et quand le gars est mort, le problème est terminé. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important de définir les termes correctement, parce que les moyens
qu'on va utiliser pour combattre les loups solitaires qui pourraient devrait mobiliser d'autres moyens que ceux qu'on utilise pour empêcher, par exemple, des attentats du type État islamique, c'est-à-dire ces attentats à répétition. Bien sûr. Alors, j'ai 2 questions, Jacques Beau. La première, par rapport à ça, est-ce que, finalement, on a évoqué la question de l'envoi de troupes de la coalition, les avions français qui, à l'époque, bombardaient Raqqa. Donc, cette idée que l'État islamique nous frappe pour essayer justement de nous empêcher ou de faire que la population dise on arrête d'aller frapper le Levant. On a évoqué Samuel Paty, les caricatures du prophète, sujet extrêmement sensible. On a eu dans les années 80, et ça se prolonge aujourd'hui, le particularisme français vis-à-vis du voile pour les femmes, de l'interdiction du voile. On ajoute à ça aussi un style de vie à la française, la notion de laïcité qui, dans la plupart des pays musulmans, est confondue avec l'athéisme d'ailleurs, ou avec une menace contre la religion, donc la religion musulmane. Si on rajoute encore à la coupe du ressentiment le fait qu'on a progressivement abandonné notre politique arabe gaullienne, dont les 2 derniers exemples peut-être sont celles de Jacques Chirac dans les rues de Jérusalem et de Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU s'opposant à l'invasion de l'Irak. On a l'impression que la France est le pays le plus mal loti pour lutter contre ce terrorisme parce qu'on cumule, on est attaqué de toutes parts. On est attaqué par des Tchétchènes, on est attaqué par des gens dont les gouvernements d'ailleurs soutiennent quelque part indirectement l'action de ces gens. Oui, alors ils soutiennent dans la mesure où... c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Disons que le problème est le suivant. On vit plus dans la société de 1960. C'est-à-dire qu'il suffit de vous promener dans la rue pour voir qu'on a déjà... on avait... comme disait cette politicienne, les Républicains, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle parlait d'une France blanche et chrétienne ou quelque chose comme ça. Christine Boutin non, ce n'est pas Christine Boutin. Enfin bref, ce n'est pas si important que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui, typiquement en France, puisque c'est là où vous avez la plus grande communauté musulmane d'Europe. En plus. Et la plus grande communauté juive aussi d'Europe. 3e plus grande au monde. Exactement. Donc, on a, si vous voulez, une société qui n'est plus la société des Français de souche, si je peux dire ça comme ça, même si beaucoup de ces musulmans sont aujourd'hui devenus des Français de souche d'une certaine manière. Mais on a une société qui a une sensibilité par rapport aux événements du Moyen-Orient qui a évidemment fortement évolué. J'étais jeune, mais enfin... Je me rappelle quand même un petit peu de ce qui s'était passé en 1967, en 1973. Il y avait pas, on parlait pas tout le monde était pro-israélien, mais ça c'est pas retombé dans la presse comme aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas la population arabe qui aurait pu recevoir nos colibets, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est dans un paysage totalement différent où beaucoup de gens sont, à tort ou à raison, fâchés de la présence des immigrés, que cette présence exacerbe une sorte de, d'animosité, de méfiance. Enfin, il y a toutes sortes de mots qu'on peut ajouter à ça. Et puis, dès qu'on a un attentat terroriste ou un événement, comme on a vu récemment en Israël, alors tout ça se déchaîne contre cette communauté qui n'en peut pas toujours grand-chose, à vrai dire, n'est-ce pas? Mais qui a des sensibilités proches de ces gens. Ils ont une compassion pour les Palestiniens, typiquement, n'est-ce pas? Et on peut comprendre ça, comme la communauté juive a une compassion pour le peuple d'Israël, ce qu'on peut parfaitement comprendre, évidemment, aussi. Le problème, c'est que quand notre gouvernement, typiquement, vous avez le cas de Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est aussi un cas c'est un cas qui est semblable, que personnellement je raccroche, ou que je mets la même filiation avec celui de Dominique Bertrand à Arras. C'est pas la même chose. C'est-à-dire un type qui voit la réaction
dans son pays par rapport à un événement qui s'est passé, en l'occurrence à Gaza, et qui réagit dans son pays par rapport à cette réaction-là. À l'époque, le gouvernement français avait félicité le gouvernement israélien lorsqu'il avait pris des mesures contre un chef d'un groupe terroriste à Gaza. Et je pense que quand le gouvernement français a félicité le gouvernement israélien, il n'a pas pensé que ces félicitations pouvaient être perçues évidemment différemment d'une partie de sa propre population, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 50 ans, personne n'aurait même prêté attention. Mais aujourd'hui, cette population est sensible à ça. Et les explications qui ont été données par Mohamed Merah sont tout à fait claires là-dessus. Il a été outré par la réaction du gouvernement français contre ses frères musulmans. Et donc, il y a une réflexion à faire aujourd'hui quand on s'élève. On peut avoir toutes les sensibilités qu'on veut. Hein. On peut. Moi, je pense que tout le monde peut avoir les sensibilités à l'égard d'Israël, des Palestiniens, etc. Mais on doit tenir compte de ça. Ça fait partie au niveau du gouvernement, au niveau de l'individu de la rue, chacun pense ce qu'il veut, et puis voilà. Mais au niveau d'un gouvernement, on doit tenir compte de ça. Non pas pour faire plaisir à une communauté, mais simplement pour tenir compte de sa sensibilité et éviter que cette sensibilité conduise à une dégradation vous savez, des relations intercommunautaires. Voilà. Quand vous regardez, à la maison. J'ai fait dans mon livre une comparaison du nombre d'incidents antisémites et des opérations israéliennes à Gaza. Et vous voyez une corrélation très nette. Chaque fois que vous avez une opération à Gaza, vous avez une hausse, mais drastique, des attentats antisémites en France. Alors, on ne va pas empêcher, Israël gère sa sécurité comme il veut. Mais ça signifie que pour nous, nous devrons comprendre que ces actions ont une résonance ici. Et que par conséquent, dans les déclarations qu'on fait, dans notre manière d'interagir avec les Israéliens ou d'autres, nous devons tenir compte de ça. Et je cite également dans mon livre un extrait d'un rapport des services de renseignement britanniques, le MI5, qui déconseillait de soutenir trop bruyamment Israël dans ces situations, parce que ça pouvait déclencher du terrorisme chez nous. Donc ils ont très bien compris que, de nouveau, il ne s'agit pas de ne pas soutenir Israël. On peut très bien soutenir, mais on n'est pas obligé de le clamer très fort. On peut le faire en tenant compte des sensibilités. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement brutal, en tout cas cette inversion des choses. Vous parliez de 1967, les guerres arabo-palestiniennes qui agitent arabo-israélienne, qui agite la région depuis la création d'Israël, n'avaient pas cet impact. Aujourd'hui, non seulement elles ont un impact puisqu'il y a les deux communautés, on l'a expliqué, extrêmement présentes, mais on le voit dans la réaction d'Emmanuel Macron aux attentats du Hamas. Il attend plus de 2 semaines avant de se rendre en Israël. Il a au départ des mots de compassion vis-à-vis légitimes et parfaitement justifiés vis-à-vis d'Israël, mais on sent dans la réponse diplomatique de la France à cet événement des atermoiements qui sont sans doute liés justement à la réaction de ces communautés ou aux conséquences de ces réactions. Oui. Je me demande si parfois il n'est pas mieux de ne pas avoir de réaction visible, si vous voulez. Et on le voit un petit peu avec la Russie d'ailleurs maintenant, où ils n'ont pas exprimé de félicitations ou de compassion, disons, marquée pour les uns et les autres. Ils ont rappelé l'impératif de créer 2 États. Voilà. Tout de suite. Mais vous voyez, aujourd'hui, si vous regardez sur l'échiquier mondial, Vladimir Poutine est pratiquement le seul dirigeant qui est capable d'appeler le même jour Raïssi en Iran,
Netanyahou en Ouais. Israël et s'adresser au monde arabe, à Mohammed Ben Salman, Ben Salman. etc. Donc, ça, évidemment, il n'a pas manifesté de manière exubérante mais ça, de toute façon, ça fait partie du personnage. Il n'a pas manifesté de manière exubérante sa compassion ou son soutien, mais il a en revanche la capacité ensuite de venir médier, si on a besoin de lui, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, ce qu'il a offert, de pouvoir jouer le rôle de médiateur. Et je rappelle... Il a aussi pour profiter énormément de l'éclipse totale de la guerre en Ukraine. Alors ça, certainement aussi, mais il aurait pu... pour lancer des offensives, d'ailleurs. Il aurait pu en profiter encore, d'autant plus en louant Israël, etc., puis ça aurait carrément excusé tout ce qu'il aurait fait en Ukraine, pratiquement. Ouais. Mais je pense qu'il essaye de jouer un rôle plus comment dire, de médiateur, enfin pas de jouer un rôle de médiateur, mais d'être disponible pour un rôle de médiation. Mmh. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que les deux pays qui se profilent et qui sont à peu près les seuls à pouvoir jouer ce rôle-là, c'est la Chine et la Russie. Mmh. C'est assez intéressant. Et vous voyez, le problème qu'il y a, et on revient peut-être à des questions de mots, et vous avez eu en France cet exemple de Madame Obono qui s'est fait piéger, où on lui fait choisir entre deux termes. Hein. On lui dit, est-ce que c'est un mouvement terroriste ou est-ce que c'est un mouvement de résistance? Mais si on y réfléchit bien, la question est perfide et pas très honnête, parce qu'on parle de deux choses différentes. Quand vous parlez d'un mouvement de résistance, vous parlez de la finalité du mouvement. Quand vous parlez d'un mouvement terroriste, vous parlez de la méthode. Moyen d'action. Exactement, du moyen d'action. Donc vous pouvez très bien être un mouvement de résistance tout en étant un mouvement terroriste. D'ailleurs, l'exemple du Hamas est typique, puisque son nom officiel, c'est un mouvement de résistance. Hein. Hamas n'est qu'une abréviation, c'est un mouvement de résistance. Harakat al-Mukawama, donc c'est vraiment un mouvement de résistance. Mais qui, et c'est indéniable, a pratiqué le terrorisme et le pratique. Donc, vous voyez, et c'est là où les mots sont importants. Parce qu'après, quand vous essayez de pousser les gens dans une direction, alors du coup, après, vous avez... Alors moi, de nouveau, je n'ai pas de sympathie particulière pour la France Insoumise, M. Mélenchon et compagnie, mais on remarque bien que le fait de jouer sur les mots permet ensuite d'avoir une activité politicienne qui bloque Bien sûr. Alors, le dialogue. Mélenchon, poursuivons sur Mélenchon. Il y a quand même quelque chose d'assez notable dans sa métamorphose depuis quelques années. Alors, on l'accuse de relents antisémites, on dit dans ses prises de position, il est clair que Mélenchon vise un capital électoral, un clientélisme lié justement à la présence sur notre sol de populations d'origine arabe, extrêmement sensible à la cause palestinienne, et d'autant plus sensible ici qu'elle est plus nombreuse qu'autrefois. Est-ce que finalement, je parlais de Macron avec sa diplomatie, qui doit être une diplomatie médiane, une diplomatie inspirée de celle du général de Gaulle, qui disait vous avez les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, et il y a une place pour la France, justement, pour essayer d'être force de proposition, finalement. Mélenchon, lui, capitalise ou mise sur le conflit pour jouer à domicile. Et ça, c'est nouveau. Oui, mais si vous regardez bien, c'est d'autant plus marqué et il a d'autant plus d'avantages que le gouvernement est polarisé de l'autre côté. Bien sûr. Vous comprenez ? Si le gouvernement avait une attitude plus équilibrée et dit... S'il avait gardé une politique arabe. Voilà, garder une politique, ou pas nécessairement arabe, parce que ça veut... Enfin, je veux dire Gaulo, Mitterrando, arabe, chevènementiste. Je pense qu'il est légitime d'avoir des sympathies pour Israël et de soutenir Israël. Donc la question... pouvait soutenir Israël à l'époque de Chirac et construire en même temps les centrales nucléaires irakiennes. Exactement. Et donc c'est là où le gouvernement... On n'est pas obligé de soutenir un pays de manière exubérante et de manière très visible. On peut calmer que les gens dans la rue soient passionnés,
que vous ayez des communautés qui soient passionnées. Bon, ça c'est normal, c'est leur... Le gouvernement doit être au-dessus de la mêlée, comme il doit être au-dessus des partis. N'est-ce pas? Le rôle d'un gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Français, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chrétiens, en fait. Comme c'est le gouvernement de tous les partis, théoriquement. N'est-ce pas? On a ici, je pense qu'il y a en France une espèce de dérive où le gouvernement devient partisan. Et ça, je pense que c'est une erreur. Le rôle d'un président de la République, c'est aussi de conserver l'unité nationale, n'est-ce pas? Et cette unité nationale, elle comprend toutes les sensibilités. Donc ça veut dire que quand on sait que tous les pays ne sont pas précipités pour venir soutenir Israël bruyamment. Ils l'ont peut-être fait, ils ont peut-être envoyé des armes ou je ne sais pas quoi, mais de manière discrète. Et c'est tout à fait légitime de le faire, d'ailleurs, hein, je le souligne. Mais on doit penser aussi à ce que ces conflits ne débordent pas chez nous. Et on voit qu'en France, typiquement, il y a une atmosphère sociétale, pourrait-on dire, qui est très explosive. On l'a vu récemment avec tous les... Les Israéliens et ceux qui les soutiennent vous rétorqueront que précisément... Emmanuel Macron a eu raison de répondre, enfin en tout cas d'aller exprimer sa solidarité immédiate avec Israël, parce que le terrorisme qui les frappe là-bas va nous frapper demain chez nous, et voire nous frappe déjà chez nous. Non, alors ça c'est... Ça, c'est un des arguments, on l'entend beaucoup. Oui, on l'entend beaucoup. D'ailleurs, j'ai même entendu un politique de reconquête qui disait que le Hamas avait déjà occasionné 200 morts en France. Voilà. Confondant avec Daesh. Oui, parce qu'il a dit que c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est islamiste, etc. Alors, c'est là où ce genre de remarques ne sont là que pour favoriser la radicalisation des gens. On revient à George Bush du début. Exactement. Parce que on est, n'est-ce pas, la communauté arabe en France sait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des crétins. Ils savent que ce n'est pas la même chose. Ils savent faire la différence entre les Palestiniens et l'État islamique. D'autre part, si notre politicien, c'était Damien Rieu, sauf erreur, si notre politicien avait été plus avisé ou lettré, il aurait lu dans l'édition de février 2012, sauf erreur, de Dar al-Islam, l'organe de l'État islamique, où l'État islamique déclare entrer en guerre contre le Hamas. Oui, et le Hamas a chassé l'État islamique à Gaza. Bien entendu. Exécutant un certain nombre de Parce que, n'est-ce pas, l'État islamique, comme d'ailleurs on l'a expliqué tout à l'heure, l'État islamique combattait pour établir un califat, bien sûr, et on l'empêchait de faire ce califat. C'est la raison pour laquelle les attentats sont venus chez nous. Mais si on n'était pas intervenu, il aurait fait son califat dans le sud de la Syrie. Et puis, voilà. Alors, bon, ça aurait été peut-être... je ne sais pas si ça aurait été très heureux pour les gens qui vivent là, mais enfin, c'est leur affaire. De nouveau, ça aurait été leur affaire. Et c'est parce qu'on est intervenu dans ce processus qu'on a eu la flamme en retour. Pour le Hamas n'a aucune ambition de créer un califat ou de créer un truc. Ils veulent récupérer les terres qui, selon eux, en fonction des différentes résolutions des Nations Unies depuis 1947, ces résolutions donnent un droit aux Palestiniens à avoir un État. Je rappelle que la résolution 181 des Nations Unies prévoyait la création... Oui, enfin, le Hamas, c'est plus pour l'éradication d'Israël. Non. Non. Le point 6 de sa constitution explique que l'État juif doit disparaître. Non, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Non. Si vous lisez bien, vous verrez que... je parle de la Constitution de 2017. Je parle du Hamas. Oui, bien sûr, le Hamas. Excusez-moi. On parle de la charte du Hamas de 2017, du 1er mai 2017, où ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Alors ça, c'est tout à fait clair. Ou plus exactement, ils n'en reconnaissent que les frontières, ce qu'on appelle la frontière verte, c'est-à-dire la frontière d'avant 1967. Et pourquoi ils ne reconnaissent pas Israël? Eh bien, tout simplement parce qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. Le problème, c'est le seul pays du monde qui n'a jamais défini ses frontières.
Ce qui signifie que pour un Palestinien qui pense avoir un droit sur certaines terres, comme l'avait prévu la résolution 181 de l'ONU, vous avez prétention sur certaines terres, mais le gars qui occupe vos terres, lui, n'a jamais donné les limites de où il va s'étendre. Donc si vous le reconnaissez, vous pourriez ipso facto reconnaître que les terres auxquelles vous auriez droit sont les siennes. Et c'est la raison pour laquelle le Hamas ne reconnaît pas Israël. Il ne reconnaît qu'une entité sioniste en l'État. C'est cette raison. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont demandé à plusieurs reprises à l'État d'Israël de définir ses frontières pour qu'on sache exactement où elles se terminent, n'est-ce pas ? Bien sûr. Donc, on est là avec un problème qui est juridique, mais qui n'est pas si émotionnel, n'est-ce pas ? Il y a une rationalité dans ce que dit la Hamas. D'autre part, je vous rappelle, parce qu'on ne l'a pas beaucoup rappelé ces derniers temps, et ça ne donne pas tous les droits au Hamas, mais il faut quand même le rappeler, que la résolution 45-130 de 1990 donne le droit au peuple palestinien de résister à l'occupation israélienne et légitime l'usage de la force armée. Donc l'ONU légitime le Hamas, en fait. Légitime l'usage de la force armée. Ça ne veut pas dire toutes les méthodes. De nouveau, on revient sur la question des méthodes. Il a le droit à la résistance armée. Alors, la distinction entre terrorisme et résistance armée, on peut évidemment discuter là-dessus, mais je reprends les textes. Bien sûr. Je reprends les textes. De nouveau, je vous ai dit tout à l'heure, le Hamas a utilisé et utilise du terrorisme. Donc, c'est-à-dire s'attaquer à des civils, par exemple, ou de toucher dans un attentat des civils innocents. Voilà. La résistance armée, ça n'est pas nécessairement ça. La résistance armée, ça peut être, d'ailleurs, typiquement, par exemple, ce que les Américains ont vécu en Irak, ils ne l'ont pas considéré comme du terrorisme. D'ailleurs, les talibans en Afghanistan n'étaient pas considérés comme terroristes par les Américains. Parce qu'ils font un travail de résistance. C'est-à-dire que les talibans s'attaquaient à l'armée américaine. C'est un travail de résistance. Et à partir du moment où on s'attaque, par exemple, aux militaires israéliens, par exemple, on est dans une activité de résistance qui est, selon la résolution que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est légitime. Le problème vient lorsque un mouvement commence à s'attaquer aux civils. Là, on n'est plus dans la résistance, on n'est plus dans la résistance armée, on est dans quelque chose d'autre. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, la résolution de 1990 donne le droit aux Palestiniens de résister à l'occupation israélienne, y compris par l'usage de la force, mais pas par la barbarie. Mais évidemment, pas par la barbarie, pas par l'élimination de civils, etc. Donc, on est d'accord là-dessus. Donc, mais ça veut dire que le Hamas, en tant qu'organisation, qui s'attaque également aux militaires, il ne s'attaque pas uniquement qu'à des civils. D'ailleurs, quand on regarde le résultat des chiffres, on s'aperçoit qu'il tue plus de militaires que de civils. Ils en tuent pas beaucoup, mais ceux qui tuent sont en majorité des militaires. Bref, c'est un aparté. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que le choix des mots est important. Et qu'il faut travailler avec cette terminologie pour ensuite accuser, quand il y a besoin d'accuser, et négocier quand il y a besoin de négocier. En mettant tout dans le même panier, alors on a tendance à s'enlever des options pour nous-mêmes, et pour Israël en l'occurrence aussi. Donc il y a quand même... ici, c'est là où il faut être un peu plus fin, n'est-ce pas ? On a toujours, et c'est un peu ce que je reproche aux médias actuellement, on a un peu qu'une partie de l'histoire. Et on ne vient pas nous évoquer les autres aspects. Alors, ce qui est quand même, ça sera ma dernière question, comment justement rétablir cette forme... Alors, vous allez me dire que vous aimez bien, et votre activité principale, c'est d'expliquer, et qu'il faut toujours expliquer aux gens. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il y a aussi des gens qui poussent pour qu'il y ait deux camps. Oui. Et deux camps au niveau international. Il y a quand même un repositionnement entre l'Occident qui décline,
les BRICS qui remontent, et chacun est avec des pays ambigus au milieu, comme la Turquie et autres. Et puis ces organisations, on va dire, terroristes ou djihadistes, parce que même si le Hamas n'est pas d'essence djihadiste à la base, même si la cause palestinienne a longtemps été une cause laïque, il ne faut pas l'oublier, qui était extrêmement sanguinaire, mais qui était d'obédience communiste, internationaliste, soutenue par des groupes terroristes d'ailleurs, de même à Kaby. Aujourd'hui, le djihadisme est monté dans le Hamas, qui reprend des méthodes qui sont quand même celles de Daesh, et finalement on se rend compte que progressivement, voilà, il y a des fossés qui se créent dans nos sociétés. Alors, voilà, l'ambition de votre livre, vaincre le terrorisme islamique. Comment fait-on aujourd'hui? Comment fait-on quand on sait que dans la rue, maintenant, vous avez soit d'un côté des soldats d'Allah qui décident d'aller assassiner des professeurs parce que, soi-disant, ils ont monté des caricatures, où ils ont forcé, même si c'était faux en plus, la gamine qui avait accusé Paty, c'était un mensonge. Et puis d'un autre côté, vous avez la cause palestinienne qui rejaillit une nouvelle fois, qu'on avait cru mettre sous le tapis avec les accords d'Abraham, qui avait été fait, il faut bien le reconnaître, sans les Palestiniens. Donc en fait, on s'est imaginé que tout ça... Et là, on se retrouve avec un contexte géopolitique international où tout se sépare. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour surmonter les défis qui nous attendent et surtout retrouver internationalement une certaine cohérence? Alors je pense que d'abord, comme on l'a évoqué tout à l'heure, personnellement, je pense que la tâche principale d'un gouvernement, c'est d'assurer la stabilité et l'équilibre à l'intérieur déjà de son dicastère. Bien sûr. C'est déjà la première chose. Ça serait déjà pas mal. Et donc d'apaiser les passions parce que on se rend bien compte que le fait d'être trop marqué d'un côté ou de l'autre va provoquer des surréactions qui vont pas bénéficier justement, mais qui vont défavoriser ou même mettre en péril l'unité nationale. Voilà, exactement. Et donc je pense que là, c'est la première chose. Ensuite de ça, je pense que au niveau international, il faut avoir la même attitude. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours, on l'a vu avec le cas de la Russie et de l'Ukraine, où il faut, sans nuance, être pour un côté, et on n'a jamais vu ça. J'entends, pendant la guerre froide, où on avait des communistes à l'est du rideau de fer qui étaient loin d'être des démocrates, en tout cas pas dans le sens où on l'imagine, en tout cas en Suisse quand j'étais jeune, mais on trouvait la Pravda dans les kiosques. Aujourd'hui, on interdit les médias russes. Mais on trouvait la Pravda à l'époque. N'est-ce pas? Littérature de Gazette, on trouvait aussi. Donc, on voit que nous sommes, d'une certaine manière, un peu radicalisés aussi. Nous avons perdu le sens des nuances. Et je pense qu'on l'a vu avec la crise en Ukraine, on le voit avec la crise en Israël. Même à l'époque, vous avez cité l'exemple du général de Gaulle, il y avait eu l'exemple, d'ailleurs c'était en 67, sauf erreur, que le général de Gaulle n'avait pas voulu livrer les vedettes, ces fameuses vedettes de Cherbourg, qui ont été finalement volées par les commandos israéliens, etc. Donc il y avait cette idée d'essayer de maintenir un équilibre. Alors c'est évidemment la stratégie de Gaulle, mais je pense que si tous les pays avaient des attitudes plus équilibrées, d'abord, on éviterait ces problèmes. Parce que, on l'a vu dans le cas de l'Ukraine, si on avait appliqué les accords de Minsk, quand vous avez regardé le cas d'Israël, si on avait appliqué les résolutions, si on avait aidé les uns et les autres à mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies. Mais on ne l'a pas fait. On a été partisans parce que, pour beaucoup, d'ailleurs, on a suivi les Américains, qui, eux, étaient derrière Israël. Et à vrai dire, ils étaient moins derrière Israël que contre les Arabes qui, eux, étaient pro-soviétiques de l'autre côté, n'est-ce pas? Voilà, on était sur cet échiquier-là. Et donc, si on n'avait pas suivi les Américains, si on avait suivi notre voie, et on voit aujourd'hui d'ailleurs, typiquement, quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, elle est inexistante. Inexistante. Vous avez eu la crise
justement en Israël, mais on pourrait parler de la crise ukrainienne de la même manière d'ailleurs. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, Vladimir Poutine qui semble avoir des possibilités d'entrer un peu de tous les côtés, la Chine qui se positionne, les Américains qui essayent de se positionner, mais Joe Biden, lui, se fait virer de la conférence en Égypte par Sisi. Il se fait Mohamed, le roi Mohamed, non, c'est le roi de Jordanie, ne veut pas lui parler. Et quand Blinken va voir Mohamed Ben Salman le fait attendre une nuit entière avant de le voir. Ouais. Ça veut dire que, en clair, les Américains ont complètement perdu le contrôle de la situation. C'est plus des interlocuteurs privilégiés. Ils le sont probablement en Israël, mais ils ne le sont pas dans le reste du monde. Or, si on veut calmer le jeu, il faut quelqu'un. Autrefois, les Américains pouvaient parler plus ou moins, en tout cas aux Israéliens et aux Saoudiens. Ils formaient l'armée égyptienne aussi. Voilà, c'est ça. Il y avait, voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est dépassé. Donc, on voit bien que l'Occident n'est plus là. L'Union européenne, alors, ça a été l'absence totale. Elle n'a jamais été là, l'Union européenne. Elle n'a jamais été là. Ce qu'on retiendra de la politique étrangère de l'Union européenne pendant la crise ukrainienne, c'est d'avoir dit que l'Europe était un jardin et que le reste était une jungle, ce qui a naturellement mis en colère l'ensemble du continent africain, qui s'est vu directement concerné, que c'est en plus confirmé quand Joseph Borrell a dit que les Africains n'étaient pas capables de comprendre la situation en Ukraine. Vous comprenez ? Donc on voit bien qu'on a des diplomaties qui sont militantes, qui n'essayent pas d'arrondir les angles comme devraient le faire des démocraties, mais qui au contraire sont partisanes, qui essayent d'appuyer quelqu'un au détriment d'un autre, au lieu de prendre du recul et essayer de voir comment on arrive à calmer le jeu. Et c'est valable pour tout le monde. J'entends, c'est valable aussi pour mon pays, la Suisse. Mais dernière remarque, c'est vrai que vous parlez de diplomates, mais on est quand même passé, aujourd'hui on les entend beaucoup parce qu'on a besoin de paroles de sagesse. Je parle des Villepin, des Védrine, Henri Guénaud par exemple, mais dans leur temps, à part Villepin, Védrine avait des positions plus nuancées aussi, peut-être que François Mitterrand, qu'il pouvait exprimer. On a l'impression que quand on regarde Catherine Colonna, c'est un autre monde, ce n'est plus la même diplomatie. En tout cas, ça n'incarne plus une même France. C'est plus du tout la même chose, ça n'a plus la même bouteille, si vous me passez l'expression. Ça n'a plus la même maturité, c'est militant, c'est engagé, ça condamne plus que ça parfois accommode. Même un peu naïf, alors que le diplomate, justement, c'est celui Oui, c'est ça. C'est le rôle d'un diplomate, c'est précisément d'arrondir les angles, de faciliter les contacts, de faciliter le dialogue. Or, on a l'impression que la diplomatie, à tous les niveaux d'ailleurs, c'est la diplomatie allemande, la diplomatie anglaise. Quand on a vu les tristes exemples de Liz Truss, qui était prête à déclencher la guerre nucléaire, la guerre nucléaire globale. Mais les Anglais, il y a quelque chose d'irrationnel, je pense. On est totalement en dehors de la réalité. Qu'un militaire dise ça, et encore, c'est justement pas les militaires. Et d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que, soit dans le conflit d'ailleurs qui se passe actuellement en Israël, alors il y a certainement des militaires qui sont disons, très, très carrés et tout ça. Mais on remarque, enfin moi je connais personnellement des militaires israéliens et des agents aussi, avec qui j'ai été formé, que je connais, qui sont beaucoup plus nuancés sur la question palestinienne. Mais regardez sur l'Ukraine, le général Millet, chef d'état-major de l'armée américaine, était quand même l'un des rares à exprimer des positions réalistes sur l'évolution simple du conflit. Oui. Et les généraux allemands, les généraux allemands qui avaient une position beaucoup plus nuancée, qui
qui parle avec l'expertise du professionnel, n'est-ce pas, de celui d'abord qui connaît les conséquences de ce qu'il dit aussi, n'est-ce pas. On n'est pas avec des gens qui jouent avec les mots, on est avec des gens qui connaissent les conséquences de ce qu'ils disent, les conséquences dans le terrain. Et vous avez ça partout, même vous avez évoqué la presse israélienne, moi je la regarde régulièrement ces derniers jours justement pour suivre la situation. Je vois une presse beaucoup plus, beaucoup plus analytique, beaucoup plus critique, beaucoup plus journalistique, exactement. On va faire les enquêtes, on n'est pas simplement dans la vocifération. Et c'est la même chose aux États-Unis. Les États-Unis, on sait qu'ils sont anti-russes, on sait qu'ils sont pro-israéliens, donc on sait que automatiquement, on va avoir un regard plus biaisé sur les choses. Néanmoins, moi, je lis régulièrement des grands journaux américains. Je remarque que même lorsqu'ils sont en faveur des Israéliens ou des Ukrainiens, ils arrivent à nuancer leurs propos, ils sont beaucoup moins noir-blanc qu'on est dans les médias européens, et français en particulier, qu'ils apportent des nuances, et c'est des nuances qui aident à comprendre et qui facilitent le dialogue. Parce que, vous comprenez, c'est très facile de dire, comme on a dit à Zelensky, on ne négocie pas avec les Russes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il va y avoir un moment où il va falloir le faire. Et ce sera la même chose avec les Palestiniens. Bien sûr. Il y a un moment, il faudra le faire. Donc, ces journaux, vous parlez des trois grands américains, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, par exemple, ces trois-là, je me souviens que dans la couverture de la guerre en Ukraine, maintenant on a l'impression que ça a complètement disparu, mais c'est toujours là. Mais en tout cas, dans ce qu'ils ont exprimé, ce qu'ils ont fait comme travail sur le terrain, on arrivait à se faire une opinion réelle de ce qui s'y passait. Exactement. Ce qu'on n'avait pas dans le Monde ou dans l'IB ou chez nous. Tout à fait. Où ça restait encore du militantisme pro-Zelensky, enfin, ou en tout cas qui ne présentait juste que des vœux de succès ou de victoire. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les militaires ukrainiens se plaignent que les médias occidentaux les ont induits en erreur en disant que les Russes étaient trop faibles, qu'ils avaient plus d'armes, qu'ils avaient ceci. Donc eux, ils ont fini par croire à ça. Ils ont fini par croire à notre narratif. Ils sont partis la fleur au fusil. Et puis, en réalité, ils sont tombés sur un os. Et c'est la raison pour laquelle ils se rendent, etc. Parce que nos médias les ont induits en erreur. C'est vrai. Et ça, c'est dramatique quand vous y pensez. Donc, on veut soutenir. Je comprends qu'on puisse avoir des sympathies pour les uns pour les autres. Ça, c'est légitime, de nouveau. Mais il faut le faire intelligemment. À partir du moment où on commence à raconter n'importe quoi, eh bien, on fausse la perception des uns et des autres. Et en tant que militaire, on peut le dire, la pire faute que vous puissiez faire en tant que militaire, c'est sous-estimer votre adversaire. C'est la pire faute. Et quand vous regardez la manière, nos médias, c'est eux qui ont fait. On dit en général que quand vous êtes, d'ailleurs c'est Sun Tzu qui disait, quand tu es faible, parais fort, quand tu es fort, parais faible. Donc le militaire doit paraître faible quand il est fort. Qui c'est qui l'a fait paraître faible ? Nos médias. C'est nos médias qui ont fait la stratégie de Vladimir Poutine. C'est aussi simple que ça. Jacques Beau, c'était passionnant. Je vous remercie infiniment. On est malheureusement obligé de s'arrêter là. Vous reviendrez sans doute sur Omerta, puisque moi j'aime bien vous y voir, je vous y vois très bien, et on arrive à avoir des échanges de qualité. Alors merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui ont suivi ce grand entretien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Je rappelle deux petites choses, surtout une. Aujourd'hui, pour Omerta, il existe une offre pour les étudiants et les précaires à 1,99 € par mois pour l'abonnement à l'application. Dans ce cas, vous pourrez accéder à tous nos documentaires et notamment nos derniers documentaires, en particulier celui sur les gilets jaunes que nous allons mettre sur l'application, et un autre sur le groupe Wagner que nous avons retrouvé sur le front en Ukraine, et qui est un élément assez rare, justement, une vision assez rare de ce qui se passe aujourd'hui dans Wagner. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Au revoir.